pouvoir. Deuxième temps de notre soirée sur la liberté de la presse, de l'information, d'expression qui est menacée. Après avoir posé la remise en cause des droits fondamentaux, la façon pratique dont cela se passe pour ceux et celles qui sont au service de votre droit de savoir, les journalistes. Ceux qui cherchent l'information et la cherchent sur le terrain et la cherchent, y compris parfois en allant évidemment là où c'est difficile, parce que l'information, ça ne tombe pas comme ça tout cuit, il faut aller la chercher et c'est souvent celles-là qui sont les plus intéressantes. Alors, Taha Bouafs, vous êtes une figure maintenant pour nous de notre profession, parce que d'abord, il faut rappeler que vous êtes l'auteur, en partie inaccompli, mais c'est néanmoins grâce à vous, d'un scoop. Le scoop qui a, depuis 1 an, l'anniversaire de sa révélation, c'est dans quelques jours, le 18 juillet 2018, du scoop qui a ébranlé la présidence Macron, qui est cette vidéo d'un type déguisé en policier qui, se faisant passer pour un policier, frappe des manifestants. Il s'agissait de la vidéo d'Alexandre Benalla le 1er mai. Alors, expliquez-nous quel est votre métier de journaliste. Écoutez, merci de l'invitation déjà. Métier de journaliste, c'est pour moi, mon sens, c'est raconter des histoires. C'est aller sur le terrain, porter un regard sur l'actualité, aller amener des informations. Il y a plusieurs pratiques du journalisme. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de difficultés qui nous sont opposées. En tant que journaliste de terrain, moi je parle de ce que je connais. Vous, votre arme, c'est la vidéo. Voilà, moi c'est la vidéo. Moi je vais sur le terrain, je filme et j'essaie d'être dans le moment où ça se passe, dans la brutalité aussi de la rue, du conflit. Moi je couvre les manifestations, les piquets de grève, les révoltes urbaines dans les quartiers populaires. Voilà, j'essaie d'être là à ce moment-là où voilà, c'est explosif, c'est aussi une histoire de témoignage, de raconter ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je crois que c'est aussi quelque chose qui protège. Quelque part, on sait, nous, en tant que journalistes de terrain, que quand il y a des caméras, parfois, les gens qui auraient pu être exposés à des violences à un moment donné, parfois, ça les protège aussi un peu. Donc, on a aussi ce rôle-là. Moi, je suis journaliste engagé, c'est-à-dire que je vais dans un certain sens, tout en restant factuel. Je ne suis pas journaliste militant, comme certains ont pu le dire. Je suis journaliste engagé. Et voilà. Et donc je vais dans un certain sens. Et ce sens-là, c'est aussi voilà, de rapporter, je bosse beaucoup sur les violences policières, de rapporter la réalité de ces violences policières et pourquoi pas parfois d'éviter qu'elles se passent pour la simple présence. Alors, la profession s'est mobilisée pour vous parce que le 11 juin dernier, vous faisiez ce travail à propos d'une manifestation de soutien à des travailleurs migrants sans papier à Alfortville. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez été interpellé, racontez. Alors, donc moi, je fais un reportage à ce moment-là, comme vous l'avez dit, sur des sans-papiers qui occupent leur lieu de travail. Donc, c'est le Chronopost d'Alfortville. C'est des travailleurs qui occupent leur lieu de travail pour des conditions de travail et de vie plus décentes. Donc, moi, j'arrive sur mon lieu de travail, sur le lieu de reportage tranquillement. Donc, à ce moment-là, il y a des policiers qui sont présents sur le site, déjà. Il y a des travailleurs qui sont à l'intérieur du site. Nous sommes à l'extérieur avec quelques-uns. Je commence à prendre des témoignages en vidéo. Et en fait, à ce moment-là, j'ai comme quasi systématiquement quand j'arrive sur un lieu de piquet de grève, des policiers qui me demandent d'arrêter de filmer. Je refuse d'arrêter de filmer, je leur explique que je suis journaliste, que je fais mon boulot. Et à ce moment-là, comme à chaque fois, ils ont un outil, ils ont quelque chose auquel qu'on ne peut pas refuser, c'est le contrôle d'identité. Et le contrôle d'identité est utilisé pour contourner la loi sur le fait qu'ils ne peuvent pas s'opposer à ce qu'on les filme, à ce qu'on les enregistre, pour nous empêcher de filmer. Et à ce moment-là, si quelque chose, et même de façon arbitraire, dans nos propos, paraît comme un manque de respect ou quoi que ce soit dans le genre, eh bien, on peut être interpellé pour outrage. Et c'est ce qui s'est passé. Avec violence, j'ai eu une épaule déboîtée, on m'a emmené dans une voiture de police, on m'a tabassé dans cette voiture de police, j'ai été insulté, des insultes racistes. Ils savaient qui vous étiez, vous pensez? Écoutez, je ne sais pas s'ils savaient qui j'étais à ce moment-là. En tout cas, je crois que... Un journaliste qui a, comme Gaspard Glantz, qui a eu lui aussi des mésaventures, ces journalistes repérés par des policiers. En manifestation, c'est vrai que souvent, je suis pris pour cible, souvent, je suis repéré. Je ne saurais pas vous dire si à ce moment-là, j'ai été ciblé. En tout cas, je sais que, voilà, une fois au poste de police, ils savaient qui j'étais et ils ont mis mon téléphone sous scellé. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé mon téléphone au parquet pour être exploité, alors que mon téléphone contient... Quel rapport avec l'outrage qu'ils vous reprochent? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Une fois que j'étais donc au commissariat, on a pris mon téléphone. À ce moment-là, on savait qui j'étais. Mon téléphone, c'est mon outil de travail qui contient mes notes, qui contient mes correspondances, qui contient mes images, avec lequel j'ai filmé Alexandre Benalla, par ailleurs, le 1er mai de l'année dernière. Et donc, ce téléphone-là, aujourd'hui, se retrouve au parquet de Créteil. Il y est toujours ? Il y est toujours. En Et violation. le parquet, on fait quoi ? On m'a dit, écoutez monsieur, on va vous prendre votre téléphone, on va l'envoyer au parquet de Créteil pour être exploité. En violation totale du secret des sources, parce que tout ce que contient ce téléphone aujourd'hui doit être et normalement protégé par le secret des sources. Et donc voilà, je suis parti travailler, j'ai été violenté, insulté, on m'a pris mon téléphone, on m'a privé de ma liberté pendant 24 heures. Et en plus, c'est moi qui me retrouve poursuivi. Pour outrage et rébellion, je suis convoqué le 25 février 2020. Mais votre avocat Ariel Halimi, puisque cette convocation est faite, oui. Il n'y a pas d'instruction judiciaire, donc. Mon avocat a fait une demande de restitution. Et on n'a pas de réponse aujourd'hui du parquet de Créteil. Donc aujourd'hui, nous sommes un pays où on peut confisquer l'ordinateur portable, car un petit téléphone, c'est une sorte d'ordinateur portable, d'un journaliste sans raison. Vous dites que vous n'avez pas fait d'outrage. Écoutez, vous avez dit ça suffit, vous leur avez dit ça suffit. Moi, j'ai été frappé. Je suis un peu sorti de mes gonds et je leur ai expliqué que ce n'était pas possible de faire ça, qu'ils ne pouvaient pas être au-dessus de la loi. Ouais. À partir de là, mes propos étaient interprétés comme un outrage. Écoutez, moi, je n'ai pas à être frappé sur mon lieu de travail, sur mon lieu de reportage, encore moins être insulté, encore moins être menacé. C'est ce qui s'est passé et c'est proprement scandaleux. Et aujourd'hui, que mon téléphone soit encore... Et en plus, c'est mon outil de travail, je suis empêché de faire mon travail aujourd'hui. Je dois me racheter un autre téléphone qui coûte extrêmement cher. Donc, il y a des frais matériels et des frais judiciaires. Il y a aussi des trucs psychologiques qui... Enfin, moi, j'ai été traumatisé par cet événement. Votre condition professionnelle, vous travailliez pour quel média quand vous faisiez ce reportage ? J'étais en reportage pour le site d'information Là-bas si j'y suis, de Daniel Mermet, où je suis embauché à 35 heures, j'ai un contrat de travail, tous les mois j'ai des fiches de paie, je suis journaliste. Vous avez une carte de presse ? Vous avez obtenu la carte de presse ? Je fais ma demande en ce moment, d'accord. Mais tous les mois j'ai des fiches de paie et je suis payé sous la convention collective des journalistes. Donc c'est une fiche de paye qui dit journaliste, rédacteur. Voilà, un contrat de travail qui me dit journaliste, reporter. Voilà. Dans tout ce qui s'est passé autour de vous, il y a quelque chose qui nous a tous surpris, c'est de voir des médias, y compris un quotidien du soir, dire le journaliste militant Taha Bouafs. Le journaliste militant, tout le monde s'est amusé sur les réseaux sociaux quand Bernard Guetta, journaliste de France Inter, passe comme candidat En Marche. On ne dit pas journaliste militant, on dit le journaliste Bernard Guetta. Quand Christophe Barbier fait d'autres choses, on ne fait pas le journaliste militant. Alors, avant c'est évident, ce qu'on peut rappeler ici, le pluralisme du journalisme fait qu'il peut y avoir du journalisme engagé s'il est dans le respect des faits, de la rigueur, de la confiance. Mais pourquoi vous a-t-on collé cette étiquette ? Racontez un peu, vous avez des engagements, vous avez même été candidat, donc expliquez-nous. Écoutez, moi j'ai 22 ans aujourd'hui, je suis journaliste, il se trouve qu'à un moment dans ma vie j'ai eu un engagement politique. C'est arrivé à d'autres. Au sein de la formation politique. C'est arrivé à d'autres, je vous mets à l'aise. J'étais à 19 ans candidat aux élections législatives pour la formation politique de la France Insoumise. Aujourd'hui, et je ne regrette pas cet engagement d'ailleurs, aujourd'hui je ne suis plus membre de cette formation politique pour un certain nombre de raisons et notamment pour la raison que je suis journaliste aujourd'hui. Je n'ai pas de lien particulier avec ce mouvement politique, si ce n'est des amitiés avec certains de ses membres. Mais aujourd'hui, je ne crois pas être le seul journaliste à avoir à un moment donné eu une aventure politique. Je crois même que certains aujourd'hui qui sont reconnus comme des journalistes en place ont bien fait des allers-retours entre le monde politique et le monde journalistique. Et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais je crois qu'il y a aussi quelque part une violence sociale. Quand on me dit aujourd'hui Taha Bouafs, journaliste militant, pourquoi ? Parce que je n'ai pas une pratique du journalisme qui est commune à la grande majorité des journalistes, avec quelques confrères comme Gaspard Gloms, comme Alexis Kralande, comme d'autres, comme Rémi Buzine. On est sur le terrain et on a une autre façon d'apporter l'information et même parfois d'interagir avec les forces de l'ordre. Et je crois qu'il y a un certain parfois mépris de ce travail-là, de cette façon de fonctionner-là. Et à défaut de ne pas pouvoir dire que Taha Bouafs n'est pas journaliste du tout parce que j'ai des fiches de paie et que je suis embauché par un média, on dit journaliste militant, pour dire bon, journaliste mais pas trop quand même. Pour mettre une barrière, parce que deviendrait le prestige ? Le journalisme, c'est une profession non réglementée. C'est une profession où, si on respecte les règles de cette profession, si on est payé pour faire un reportage par un média, si un média veut bien de notre travail, eh bien on est journaliste.
Ça fait partie voilà, des droits fondamentaux. C'est le droit à l'information et c'est une profession non réglementée. Voilà, aujourd'hui, on m'empêche à moi, Taha Bouafs, 22 ans, originaire de la banlieue sud de Grenoble, de pouvoir être journaliste. Et ça me fait doucement rire parce que de la part des chantres du libéralisme qui nous disent yes we can, tu peux faire ce que tu veux, et ben ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'à une personne qui connaît les violences policières, qui les a expérimentées dans sa vie, on lui dit toi tu peux pas les raconter. Tu ne peux pas être journaliste. Et on le dit au jeune journaliste qui a su capter le moment des violences illégitimes d'Alexandre Benalla. Et c'est assez drôle parce que c'est vrai qu'on nous dit ça et on nous dit tu n'es pas journaliste, mais quand moi je suis sur des moments où ils ne sont pas, Alexandre Benalla et d'autres, ils ne se privent pas de prendre mes vidéos pour les mettre dans leur chaîne de télévision. Quand je suis à Grenoble pour filmer les révoltes urbaines, quand il y a 2 jeunes qui se font tuer par la police, personne n'est sur le terrain. Eh bien, on prend mes images sans mon autorisation et on les met sur les chaînes de télévision. Et ensuite, on me dit, on pourrait régulariser, on pourrait... Bon, là, on me dit pas que Taha Bouafs n'est pas journaliste. On vole votre travail, même. Bien sûr qu'on nous vole notre travail. Bien sûr qu'on nous vole notre travail. Et quand on ne le vole pas, on veut nous le prendre gratuitement. Bon, écoutez, je crois qu'il y a un certain mépris de tout ça. Et il y a d'autres rédactions, comme la vôtre, par exemple, qui à travers la société de journalistes, a signé le communiqué de soutien. Je les en remercie, mais je crois que c'est aussi salutaire pour toute la profession. Parce que comme j'ai fait un thread sur Twitter où j'expliquais que aujourd'hui c'est moi, on prend mon téléphone à moi, demain si la profession ne réagit pas, demain ce sera les autres. Il y a eu des perquisitions ici à Mediapart, il y a eu des journalistes convoqués par la DGSI. Aujourd'hui je crois qu'on est sur une pente glissante et je trouve très dommageable que certains confrères aillent dans le sens du gouvernement et peuvent prétendre dire qui est journaliste et qui n'est pas. On est quand même dans un pays où un ministre de l'Intérieur prétend pouvoir dire qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et avec on l'a vu tout à l'heure avec cette proposition, je ne sais pas si c'est en étude ou si elle va effectivement être mise en place, avec cette proposition d'ordre des journalistes, je crois qu'on est dans un chemin très très inquiétant. Alors, Dominique Pradalier, je voulais absolument qu'il y ait cette rencontre entre 2 générations, un engagement d'un journaliste qui invente un chemin de journaliste avec d'autres, avec au départ des convictions. Et si la jeunesse n'a pas des convictions et des révoltes et des indignations, eh bien, tant pis pour elle, c'est au contraire le moment d'en avoir. Et donc voilà, il y a ça avec Taha Bouafs. Et vous êtes, on se connaît bien, vous êtes une figure du principal syndicat de la profession, le SNJ, syndicaliste, défendant le droit des travailleurs du journaliste, connaissant les questions de précarité, les questions de statut, les questions, etc. Je voudrais simplement votre regard sur ce qui s'est passé là et cette expérience et cette histoire. Merci de nous avoir permis de nous exprimer côte à côte, mais j'ai rencontré déjà Taha. Dès qu'il a eu des problèmes, je suis allé voir je suis allé voir quels étaient ses problèmes. Pourquoi ? Parce que, à nos yeux, comme la profession l'a prouvé ensuite, il faisait bien un travail de journaliste ce jour-là, et même avant. Et il n'y avait aucune raison, mais aucune raison, pour qu'il ait des problèmes avec les forces de sécurité. Aucune raison. Sinon, peut-être qu'effectivement, sa photo est placardée dans certains bureaux policiers, je ne sais pas. Mais bon, en dehors de ça, c'était évident. Et vous savez, c'était très intéressant ce que vous disiez et les questions que vous posiez tout à l'heure à Taha, parce que nous sommes d'une génération, vous comme moi, qui a connu le même type de mépris vis-à-vis des journalistes de Libération autrefois. Quand Libération a commencé, du début, issu de mai 68, c'était des gens en col blanc, beaucoup d'hommes, disaient qu'est-ce que c'est que ça, mais qu'est-ce qu'ils croient réinventer, etc. Et la majorité de la profession, pour des raisons différentes, a tellement quitté le terrain ou été obligée de le quitter ou n'a pas pu poursuivre sur le terrain, que tout d'un coup, on a un deuxième choc qui sont les journalistes de terrain. Oui. Qui vont sur les mouvements, Gaspard Glantz, absolument, Alexis Kraland, Rémi Bizine, tous ces jeunes confrères. Pour le moment, c'est plus des garçons que je connais que des filles dans ce genre d'histoire. Tous ces jeunes, bien sûr, il y en a, mais bon, tous ces jeunes confrères réinventent les fondamentaux de la profession. C'est joli. Pour nous, je trouve ça formidable. Ça nous secoue un bon coup, et bien c'est très bien. Et bien c'est très bien. Et deuxième chose que nous enseignent les moments extrêmement durs que nous traversons, nous, professions indifférenciées, c'est le fait que, tant pour Gaspard Glantz que pour Taha Bouafs, la profession s'est levée quand même. Je dis le quand même
parce qu'il y a des années qu'elle a un peu perdu sa solidarité, un peu taxée de « vous faites toujours vos petites affaires dans votre coin, etc. » Donc arrêtez de défendre Pierre ou Paul. Nous, à titre de SNJ, à titre de journaliste, à titre de SNJ, chaque fois qu'on voit une consoeur ou un confrère dans les ennuis, on l'appelle, on ne le connaît pas forcément, c'est pas forcément un adhérent. On dit « qu'est-ce qui se passe ?» Si il s'avère que, d'après un échange et des vérifications, comme dans notre profession, le ou la journaliste a eu tort, on lui dit bah, « t'as eu tort, voilà, on te donne 2-3 conseils, mais t'as eu tort ». S'il a eu raison, on se met immédiatement à ses côtés. C'est une évidence que je pratique moi depuis des dizaines d'années. Maintenant, vous remarquerez que la police... Enfin, les forces de sécurité, je ne sais pas utiliser d'autres mots pour le moment, s'attaquent prioritairement à toutes celles et ceux qui, effectivement, ne sont pas dans les grands courants mainstream. Ceux qui sont un peu autour. Ça a commencé pendant les lois travail. On embêtait particulièrement les photographes, les vidéastes, etc. C'est-à-dire les témoins de première ligne. Ils ne sont pas tous journalistes, ils n'ont pas tous vocation, ni envie de l'être, etc., etc., mais ce sont des témoins. Et puis ensuite, on s'est aperçu que les témoins en question devenaient encore plus dangereux parce qu'ils faisaient un vrai travail de journaliste. Et ça commençait à cogner bien plus fort. Des explications, des vidéos. En clair, c'est le bouillonnement potentiel de la révolution numérique avec les partages qui leur fait peur. Ils ont peur. Ils ont peur des témoins surtout, puisqu'ils pratiquent dans l'illégalité de façon presque constante maintenant. Nous avons un confrère en commun qui s'appelle David Dufresne, que tout le monde commence à bien connaître. Qui a fait Allô, place Beauvau sur Mediapart, qui a sur fait les violences policières. Un travail extraordinaire depuis le début du mouvement Gilets jaunes sur qu'arrive-t-il aux journalistes. Alors, le SNJ, il a fait de son côté, quand les journalistes ont été attaqués par des personnes se prétendant Gilets jaunes, on s'est mis aux côtés des journalistes, etc. Et puis, dans ces mouvements-là, formés de diverses personnes et avec des raisons diverses, quand on a réussi à faire passer la différence entre journalistes et médias, ça s'est arrêté net. Et puis, par quelque chose de complètement incompréhensible, ce sont les policiers qui ont pris la relève et qui se sont mis à taper sur nos confrères et nos consoeurs, à les empêcher de passer, à subtiliser les cartes de presse, à détruire les outils. À prendre les cartes de presse. Ah ben oui. Je la prends pour vérifier, mais depuis quand un policier doit-il vérifier qu'un journaliste est journaliste? Seule la commission de la carte a le droit de faire ça. Sincèrement, on n'avait jamais vu ça, jamais, Dominique. Notre génération a vécu les années Marcellin, l'après 68. On n'avait jamais vu ça. Écoutez, qu'est-ce que vous dites en tant que SNJ? Vous allez voir le ministre de l'Intérieur, la garde des Sceaux, le ministre de la Communication. Enfin, on se pince, monsieur Rister. On se pince. On a vu le ministre de l'Intérieur le 29 novembre ou le 30 novembre 2018. Jeudi, 29 ou 30, j'y étais pas. Moi, j'étais en mission pour la Fédération internationale au Soudan, à Khartoum. Et donc, une délégation intersyndicale est allée voir M. Castaner. Un tout petit historique du temps des manifestations loi travail. Il y avait eu quelques exactions des flics sur les journalistes. Gratuitement, pareil. Hein. Gratuitement, c'est-à-dire... Je développerai après si possible. Disons que nous avions demandé à être reçus par M. Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, qui nous avait reçus 1h30. Pour un ministre de l'Intérieur, c'est quand même long. Ça s'est arrêté immédiatement. Immédiatement. Des consignes ont été données depuis le cabinet du ministre, en clair. Semble-t-il. Là, il n'y a pas eu de consignes. Nous avons vu M. Castaner fin novembre. Le 1er décembre a été une catastrophe pour la presse. Mais c'est même l'inverse. Et les 8 décembre, et les 15 décembre, et tous les samedis, etc. La jeunesse est témoin de comment la David police... David Dufresne en a recensé plus de 100 journalistes. Sur les journalistes, oui. Bon. Et c'est sans compter ceux qui n'ont pas de dossier parce qu'il n'y avait pas de témoins, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de photos. Ceux qui commencent dans la profession et qui sont précaires, on n'a pas tellement envie d'attaquer la police quand on commence dans notre profession. C'est pas terrible. Il y a quand même un journaliste
qui bosse pour une chaîne de télévision, qui a été privé de sa liberté pendant 83 heures, qui est passé en comparution immédiate, qui a été victime de violences policières, de violences judiciaires, Absolument. et qui a été incapable de faire remonter ça. Enfin, sa rédaction a été incapable à un moment donné de dire ça, c'est pas acceptable. Et, je veux dire, il a été obligé d'envoyer de façon anonyme aux rédactions des médias un peu indépendants alternatifs. Du coup, on y est allé et ça y est, le lien s'est fait. Mais effectivement, il ne nous a pas appelé non plus tout de suite. Et d'ailleurs, voilà notre guide. Alors, je pense que c'est là-dessus que vous vouliez nous... Oui, absolument. Alors, je termine juste sur la presse et les manifestations. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas ces blessures, des genoux explosés, des coups au ventre ou plus bas, pour les messieurs, vous voyez ce que je veux dire. Tout ça, c'est dans des temps calmes, c'est pas dans des affrontements, c'est pas dans des mouvements de troupes, c'est au moment où les gens ils sont visibles, bien reconnaissables et au calme. Donc je veux dire, ils sont visés spécialement. Alors justement, c'est dans ce contexte que vous avez fait ce guide de défense. Alors, comme ils sont visés et physiquement, et par des injures, des insultes, etc., et par des convocations quand ça ne suffit pas, avec l'association de la presse judiciaire, l'association confraternelle, mon cher. Oui, c'est une des plus anciennes associations. De la presse judiciaire, c'est les journalistes spécialistes des questions de justice. Le SNJ a effectivement publié, grâce à l'aide de nos avocats, notamment Maître Spinozzi, ce petit guide d'urgence. Qu'on peut trouver en ligne. C'est un guide d'urgence. Alors, il y a deux versions, une version courte, une version longue. La version courte, c'est plus facile de la mettre dans sa poche, de la voir, etc. La version longue, non seulement est beaucoup plus fouillée, bien sûr, mais surtout, elle a vocation à s'enrichir. Par exemple, d'un grand chapitre qu'on va y mettre, qu'est-ce que c'est qu'un rappel à la loi? Car certains journalistes, actuellement, reçoivent des convocations à titre de témoin, sur leur mail professionnel d'ailleurs, etc., extrêmement fantaisistes. Et quand ils ont vu le parquet, parce que c'est le parquet, c'est pas des juges indépendants, on leur dit rappel à la loi. Ils reçoivent un papier sur lequel il y a marqué rappel à la loi. Et si vous ne faites rien, etc., pendant 6 ans, je l'ai vu de mes yeux vus, oui. Ça ira bien. C'est comme l'histoire du permis à points. Hein, vous avez franchi un feu rouge. Il n'y a pas de feu rouge. On contourne, expliquons bien, hein, ça veut dire on contourne la loi sur la presse, hein, on fait d'autres délits de droit commun. On fait semblant de les convoquer. On met une épée de Damoclès de 6 ans, voilà. et on va le voir d'ailleurs sur un cas tout à l'heure qui est justement la première fois où la DGSI, ça concernait une enquête de Mediapart sur l'armée française au Tchad, et notre confrère a reçu, j'ai été entendu, il a été entendu, et c'est lui qui a reçu ce rappel à la loi qui dit si vous reviolez le confidentiel défense, eh bien voilà ce que vous risquez, et c'était signé du procureur de la République. Absolument, et ce qui n'a ni queue ni tête, car de quoi sont-ils accusés? S'ils sont accusés, ils doivent pouvoir se défendre. Or, il n'y a rien d'écrit. Question, Dominique. Nouvelle génération de journalistes qui émergent là avec une audace qui est bonne, qui est utile, qui est créative et évidemment qui nous rappelle notre jeunesse. Bien sûr, et qui nous fait du bien et qui nous, plutôt, je dirais, nous dirait de rester de cet esprit-là. Mais tout ce qu'on décrit là, est-ce que ça n'appellerait pas, de la part de l'ensemble des représentants de la profession, une mobilisation massive avec toutes les générations de journalistes cet automne? On ne peut pas en rester là et simplement faire un live de Mediapart sur ça. Absolument. Voilà, il faut faire quelque chose. C'est pas si mal. Alors, je vous rappelle qu'on a fait une lettre ouverte au nouveau procureur de la République sur les convocations à la DGSI. Ils n'entendront que le rapport de force, ces gens-là. Nous sommes déjà un certain nombre à l'avoir signé, co-signé, et à titre personnel, et à titre de syndicat, bien sûr, et à titre d'association, etc. On est en train de la construire. Une profession qui était éclatée, on est en train de la reconstruire autour de ça. Vous avez vu la tribune qui est parue dans Libération sur la loi de 81. Vous avez vu les plaintes déposées pour les secrets des affaires. On y est tous. Voilà. Je veux dire, on est en train de construire, de reconstruire cette profession. C'est tout le sens de ce qu'on fait ce soir. Ma question, c'était un peu, il faut parler à la société,
pas seulement entre nous. Il faut créer un rapport de force dans la société parce qu'ils jouent de ça, regardez ces journalistes. Et donc ma question, enfin mon appel en tant que journaliste, confrère et syndiqué aussi, c'est de dire il faut peut-être s'organiser pour des initiatives qui parlent à la société, qui la mobilisent, peut-être même des manifestations, des réunions publiques sur cette question cet automne. Et nous, les journalistes, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour les citoyens. Si nous, on nous passe une muselière et on nous met des menottes, il n'y a plus d'infos, donc les citoyens, ils feront comme ils pourront. Je crois que, Dominique, l'initiative du guide de défense des journalistes, etc., c'est très bien, mais je crois qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui ne savent pas comment réagir dans ces situations-là, mais je crois qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est que quand bien même, et moi je fais partie de ceux qui connaissent, on connaît le droit, on sait ce qu'on doit faire en cas de contrôle policier, on sait ce qu'on doit faire en cas de garde à vue, on le connaît par cœur. Eh bien, quand bien même on connaît le droit, en face, ils s'en foutent de nos droits. Alors la question, je crois que, et là je rejoins peut-être, je rejoins peut-être cette proposition-là de dire il faut une grosse mobilisation, il faut un rapport de force politique sur ces questions-là, parce que la question aujourd'hui, c'est de dire quel recours on se donne, quel recours on a aujourd'hui face à ce que moi j'appelle l'État policier. Aujourd'hui, on est dans une dérive autoritaire. Quel recours, nous, journalistes, on a face à ces intimidations, face à ces dérives? Et je crois que on ne peut pas se contenter de faire, et c'est bien de le faire pour commencer, des appels, etc., des tribunes, des lettres, des courriers. Mais je crois qu'il faut vraiment se doter de ces recours-là. Et ça passe par le rapport de force politique et la mobilisation. Les courriers, etc., c'est fait déjà pour informer. Mais je crois donc les citoyens. Maintenant, on n'informe pas qu'à l'intérieur. Des rapporteurs spéciaux de l'ONU sont venus à Paris le mois dernier et nous ont entendus pendant très longtemps. Moi, j'ai Amnesty sur mon cas qui prépare un courrier sur le téléphone. Le Comité économique social européen est venu nous entendre, etc. Tout le monde fait des rapports. Et il y aura le G7 au mois d'août à Biarritz. Et nous, on dit partout, si la France veut passer pour celle qui tue la liberté de la presse, tous les éléments sont réunis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de mobilisation, je veux dire, on essaie que tout le monde soit au courant, dedans, dehors, etc. Et puis, c'est à nous de construire cet été. Moi, je crois que cet été, au G7 à Biarritz, je le dis d'ores et déjà, je suis certain que le centre de rétention qui a été transformé en centre en prison garde à vue express pour les manifestants, je suis persuadé que des journalistes s'y retrouveront cet été à Biarritz. On en fait le pari. Sachant pardon, allez-y. Non, sachant que je l'ai dit tout à l'heure en introduction, que ce G7 va faire suivre suite à un G20 qui s'est tenu il y a quelques jours, lequel G20 a intronisé et remis en place et sur le devant de la scène, parmi les puissants de ce monde, un assassin de journaliste, M. Mohamed Ben Salman. Un assassin convaincu en plus. Convaincu, et c'est pour ça que les rapports ne suffisent pas, puisque Agnès Callamard, française, rapporteuse de l'ONU, interview sur Mediapart, a fait le rapport le plus accablant qui met en cause et qui demande qu'il soit mis sous enquête. Eh bien, M. Trump a dit qu'il faisait du bon boulot et M. Macron n'a rien trouvé à redire à cela. Donc, moi, j'ai énormément de confrères. Aujourd'hui, on discute. On prévoit quasiment tous d'aller à Biarritz en fin août et qui appréhendent, qui disent, parmi ceux qui, n'ont pas pu faire, parce qu'ils sont photojournalistes et qui sont un peu mal payés, du coup, qui n'ont pas pu faire justifier leurs revenus, du coup, qui n'ont pas de carte de presse, ils appréhendent le fait de se retrouver cet été à Biarritz et de finir en garde à vue, ou poursuivi, ou frappé, ou machin. Et je crois que on peut plus... ça ne peut plus durer comme ça. On ne peut pas dire, voilà, soutien à tel journaliste, soutien à machin, c'est pas bien, c'est pas gentil, etc., se faire des retweets. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des journalistes qui ont peur d'aller faire leur boulot. La vérité, c'est ça. C'est ce qu'ils ont tous dit à M. Riester, le ministre de la... Que l'on n'entend pas beaucoup. Du tout, qui nous avait convoqués en disant, que puis-je faire pour votre sécurité? On a tous regardé, on était une quarantaine un peu surpris, de toutes sortes, syndicats, de toute origine. Et on lui a dit, c'est quand même bizarre, c'est que vous n'êtes quand même pas ministre de l'Intérieur. Alors moi, j'ai rappelé les officiers de sécurité de presse qu'on a connus, enfin des dispositifs qui ont existé, histoire de voir comment ils réagiraient. Et il dit, mais oui, mais monsieur Castaner est à notre écoute. Et je dis, ah bon, il nous entend? Alors tout le monde a rigolé, ça s'est terminé comme ça, qui est lamentable.
Alors, il y a de C'est quoi... lamentable. On ne s'arrête pas au rapport, on ne dit pas les rapports ça suffit. On commence à les faire et effectivement, il faut que ça avance. Il faut que ça avance, d'autant plus que quand même le là est donné par ce pouvoir. Nous savons tous, hein, la carte de journaliste est liée au revenu. Hein, c'est juste le revenu en France, le fait de gagner plus de la moitié de ses revenus de ce métier. Mais surtout, on l'a dit tout à l'heure, un journaliste n'est pas injusticiable comme les autres. C'est injusticiable comme les autres en tant que personne privée, hein, mais dans l'exercice de son métier, sur le terrain, etc., il est le fantassin d'un droit fondamental et donc, à ce titre, il doit être protégé. Hein, il doit être protégé en Arabie Saoudite, à Moscou, à Pékin, mais aussi à Paris ou à Biarritz. Alors, je dis ça parce que, en vous remerciant de votre participation, on va écouter ce que dit le pouvoir actuel de ce qu'est un journaliste. Sibeth Ndiaye, Ariane Chemin, la journaliste du Monde qui a révélé l'affaire Benalla, est convoquée par la DGSI. C'est pour intimider les journalistes qui enquêtent sur l'Élysée ? Oh non, évidemment, pas du tout. Ariane Chemin est une grande journaliste pour qui j'ai, à titre personnel, beaucoup d'admiration parce que elle est à la fois une femme qui a eu un parcours journalistique professionnel remarquable. Et moi, je suis très profondément attachée à la liberté d'informer. Mais les journalistes sont des justiciables comme les autres. Et il y a en France, en termes de défense du secret militaire... Là, on parle de l'affaire Benalla. Hein. Je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Il y a en France un certain nombre d'obligations qui pèsent sur tous les citoyens et on ne peut pas dévoiler l'identité d'un agent qui appartient aux forces spéciales. Ce dont il s'agit là, c'est d'un article qui a été publié par Madame Chemin et qui a conduit à une plainte d'une personne, manifestement un agent des services extérieurs. Et cette plainte dépendant du ministère de l'Intérieur. Cette plainte a été instruite par le parquet et elle donne lieu à des auditions. Il est normal qu'en tant que justiciable, Madame Chemin soit entendue dans cette affaire. Mais la semaine dernière, d'autres journalistes ont déjà été convoqués par la DGSI après avoir enquêté sur l'utilisation d'armes françaises au Yémen. Donc ça donne l'impression que dès qu'une enquête dérange le gouvernement, on envoie la police. Il ne s'agit pas, mais il est normal qu'un État protège un certain nombre de données qui sont nécessaires à des activités, notamment des activités de défense extérieure et des activités militaires.